Alors, César, son nom résonne depuis plus de 2000 ans, synonyme de prestige, de conquête et d'empire romain. Même si, je vous l'ai dit, il n'a jamais été empereur. Ça, c'est une erreur, hein. Il a, si vous voulez, posé les bases de l'empire. C'est son neveu, Octave, qui deviendra Auguste, qui, lui, les pose réellement. Le plus grand des Romains, l'un des plus grands conquérants de l'histoire, hein. Un homme très ambitieux, je vous l'ai dit. D'ailleurs, après lui, tous les empereurs romains porteront son nom. Ave César. Évidemment, attention, quand on regarde ça dans les films, les péplums ou autres, quand on dit Ave César, c'est pas César. Tous les empereurs s'appellent César. On les met dans leur titulature. Auguste, par exemple, s'appellera César Auguste. Trajan, César, Auguste, Trajanus. Ils porteront les deux noms des deux premiers, César et Auguste. C'est assez étonnant. Donc attention, si vous cherchez le nom dans un film de l'empereur romain dont il s'agit, il faut regarder le troisième nom. Par exemple, dans Gladiator, Marc Aurelius. César, Auguste, Marc Aurèle. Mais on dit aussi Ave César. C'est comme ça, César est devenu pratiquement un dieu. Hein, c'est quelqu'un qui est évidemment aux origines même de l'Empire romain. Notre histoire débute en 63 avant Jésus-Christ. Conquête après conquête, la République romaine s'est hissée au rang de superpuissance. Pourtant, Rome est un colosse au pied d'argile. Son appareil politique est complètement corrompu. Son économie est frappée de plein fouet par une crise de la dette. Et son armée est engagée dans une guerre très impopulaire au Moyen-Orient. Tous les éléments sont alors réunis pour que la République s'effondre. À l'époque, Jules César est un politicien véreux mais plein d'avenir. Il a de l'ambition à revendre et de la suite dans les idées. Alors pour gravir les marches du pouvoir, il s'allie à deux personnalités très en vue à Rome. Le redoutable général Pompée et le richissime Marcus Crassus. En échange de faveurs politiques, les deux hommes vont l'aider à se tailler un chemin vers le sommet de l'État romain. Grâce à leur appui, César est élu consul de la République en 59 avant Jésus-Christ. Seulement, il y a un problème. Comme tous les hommes de pouvoir, César est impliqué dans un certain nombre d'affaires louches. Et ses ennemis sont bien décidés à les exploiter afin de l'éliminer de la scène politique. Pour le moment, il bénéficie de l'immunité liée à son statut de consul. Mais dans un an, quand son mandat prendra fin, il sera à la merci de ses adversaires. Pour échapper à la justice, César décide finalement de devenir gouverneur d'une petite province romaine sans histoire, la Gaule cisalpine. Cette fonction lui confère à nouveau l'immunité. Cette fois-ci, en vertu d'une loi interdisant les poursuites contre les citoyens absents de Rome pour le service de la République. Il parvient ainsi à échapper aux persécutions dont il est la cible. Rapidement, César réalise que son avenir est au nord. Il lève alors une puissante armée privée et se lance à la conquête de la Gaule. Durant 10 ans, ses troupes vont se battre sans relâche, tuant et réduisant en esclavage des millions de personnes. Ces opérations militaires sont d'une telle brutalité que Rome envisage un temps de le livrer aux Gaulois pour crimes de guerre. Un projet que ses partisans vont aussitôt faire capoter. Mais le pouvoir de César est devenu trop important et la République commence à vraiment se méfier de lui. Le Sénat finit par le démettre de ses fonctions, exige la dissolution de son armée et lui ordonne de revenir à Rome en tant que simple citoyen pour y répondre de ses actions en Gaule. De surcroît, les autorités romaines lui font savoir que si son armée s'aventure au sud du fleuve Rubicon, il sera immédiatement considéré comme un traître. César est au pied du mur. Soit il se rend et sa carrière politique est finie, soit il prend la tête de sa redoutable armée pour marcher sur Rome et balayer ses opposants. L'homme ne peut se résoudre à laisser ses ennemis le traîner dans la boue. Le 11 janvier 49 avant Jésus-Christ, il donne l'ordre à ses hommes de traverser le Rubicon. César est à présent hors la loi et pour l'anéantir, le Sénat lui envoie son ancien allié, le général Pompée. La République romaine vient de plonger dans la guerre civile. Les différents épisodes de cette guerre vont se jouer un peu partout en Méditerranée jusqu'à la bataille de Pharsale. Le 9 août 48 avant Jésus-Christ, César remporte une victoire décisive sur les troupes de Pompée. Ce dernier parvient alors à s'échapper et tente de se réfugier en Égypte. Mais les Égyptiens redoutent la fureur de César et quand ils voient Pompée débarquer sur leur côte, ils le poignardent et lui coupent la tête pour ensuite l'offrir au nouveau maître de Rome.
Pour la République, la fin de la guerre civile marque le début d'une grande période de réforme. César commence par redynamiser l'économie, en annulant les intérêts sur la dette et en lançant de grands travaux. Il établit aussi un système d'administration plus juste pour ses provinces, afin de s'assurer leur loyauté, et prépare un ambitieux plan d'invasion de la Perse, un empire aux innombrables richesses. Malheureusement, César va commettre une grave erreur. En se comportant comme un dictateur arrogant et peu soucieux des traditions, il ne tarde pas à se faire de puissants ennemis et réveille une peur profondément enfouie dans le cœur des Romains, le retour de la monarchie. Depuis que son dernier roi a été chassé par une révolte populaire vers 500 avant Jésus-Christ, Rome s'est juré qu'elle n'accepterait plus jamais la loi d'un seul homme. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, la situation dégénère. Un groupe de conspirateurs organisés autour du sénateur Brutus se jette sur César et le poignarde à mort. Sa disparition marque pour Rome le début d'une nouvelle guerre civile. Cette période d'agitation intense verra émerger le premier des grands empereurs romains. Son nom, César Auguste. Alors il est originaire, j'espère que vous l'avez vu, d'une des plus grandes, les Julies, les plus grandes familles patriciennes, c'est-à-dire les familles très nobles, très anciennes de Rome, très riches aussi. Il a une fortune considérable. Cette fortune d'ailleurs l'aidera à réaliser ses conquêtes et l'aidera à se payer une armée, ce qui à Rome est indispensable. Octave Auguste sera l'héritier de la fortune de César, c'est ce qui lui permettra évidemment de prendre le pouvoir, tout simplement. L'argent est le nerf de la guerre à Rome à cette époque. Bon, j'espère que vous avez fait une petite recherche, vous avez vu qu'il a perdu son père assez jeune, il devient chef de famille vers 16 ans, d'accord? Il est dans cette politique romaine, il est sur le devant de la scène, il va s'allier, etc. Il va apprendre sur le tas. Hein. Je vous rappelle qu'à cette époque, faire de la politique à Rome, c'est très dangereux, hein, les assassinats, etc. Je crois, de mémoire, hein, que très peu de grands hommes politiques mourront tranquillement de vieillesse dans leur lit, entre les suicides, les assassinats et les morts à la guerre. J'ai envie de dire que c'est comme ça que finit généralement quelqu'un qui a de grandes ambitions politiques. César lui-même finira assassiné, je vous le rappelle. Le dernier siècle, je le répète, durant le dernier siècle de la République, aucun homme politique de renom mourra de vieillesse dans son lit. Assassinat, suicide, mort à la guerre, tous y resteront, ils laisseront leur peau. César, le premier. Je vous rappelle que c'est César, c'est un peu comme Napoléon, c'est un peu comme Alexandre le Grand, c'est un peu comme Hannibal. D'ailleurs, c'est un peu, il a pris exemple sur eux. Hein. Il est à la tête de ces hommes, d'accord. Il est quelqu'un qui ne se cache pas dans le combat. C'est quelqu'un qui est adoré de ces hommes. Il apprend d'ailleurs, comme Napoléon le fera, hein, sur la première ligne des centurions, il connaît par cœur leur nom. Hein. Et ça, quand un soldat sait que son général le connaît, ça lui donne une force à l'ouvrage et une force au combat incroyable. On le suivra jusqu'à la mort. C'est également, peut-être que vous l'avez vu dans notre recherche, un orateur hors pair. Il sait parler à ses troupes, comme il sait parler d'ailleurs au Sénat. C'est un séducteur quelque part. Hein. C'est quelqu'un évidemment qui a un prestige incroyable, mais également une très grande cruauté. Je vous rappelle que la guerre des Gaules fera quand même plus d'1 million de morts. C'est énorme. Qui à la fin de la guerre des Gaules, il décidera qu'un Gaulois sur 10 coupe la main pour que, à jamais, le peuple gaulois se rappelle de sa conquête. Inouï. Et encore, je ne vous parle pas du massacre des Germains ou des Helvètes. Certains ont même parlé de génocide pour parler du massacre qu'il a fait en Gaule. Hein. C'est quelqu'un de très dur, c'est quelqu'un quand même, pour l'époque en tout cas, de très cruel. Hein. Il n'a pas vraiment de pitié, c'est quelqu'un qui est très stratégique. Alexandre le Grand faisait exactement la même chose. D'accord ? Frapper fort, frapper les esprits avec cruauté pour que les portes s'ouvrent ensuite et qu'il y ait moins de résistance. Nous manquions de tout et le siège s'éternisait. Vercingétorix s'inquiète. Il nous voit mourir de faim. Les civils mandubiens sont pour nous désormais un fardeau. Afin de préserver nos vivres, Vercingétorix décide d'évacuer les femmes, les enfants et les vieillards. Hé,
Laissez-moi vous aider. Non, ça ira. Ismaros, regarde. César, impitoyable, ne les laisse pas passer. Il tente de faire demi-tour. Mais Vercingétorix ne peut revenir sur sa décision. Il ferme les portes de la forteresse et les laisse mourir sous nos yeux. C'est un spectacle insupportable. Nous avons le sentiment d'avoir trahi et tué les nôtres. Bon, j'espère que sur Jules César, vous avez également noté qu'il est, il va devenir le seul maître de Rome. Il va devenir dictateur en Rome pour 10 ans. Puis ensuite dictateur à vie, c'est-à-dire qu'il a quasiment tous les pouvoirs, il cumule tous les pouvoirs, presque un roi. Les rumeurs de royauté vont bon train, il se part de la robe pourpre et de la couronne d'or des rois, il fait graver des pièces à son effigie. Beaucoup de Romains qui ont horreur de la royauté voient ça évidemment d'un très mauvais œil, et vous imaginez qu'au Sénat, il a énormément d'ennemis, d'accord? Et un jour, je vous mets la date là-haut, alors qu'il est en train de parler au Sénat justement, un homme s'approche de lui. César est assassiné le 15 mars de l'an 44 au Sénat. C'est comme ça qu'on règle les problèmes politiques à Rome à cette époque. Sans le savoir, les sénateurs vont précipiter leur perte. Précipiter, c'est la fin de la République quasiment. L'Empire n'est plus très loin. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, nous revenons à Alésia, puisque ça va être le sujet de nos études de doc qui vont nous occuper maintenant. D'accord? Je vais vous les mettre en pièces jointes dans École Directe. D'accord? Vous aurez un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir les faire, comme nous en classe avec les autres élèves. Et j'espère que vous ferez ça sérieusement. Bon, sachez, avant de commencer, que Alésia est un oppidum, c'est-à-dire une ville fortifiée, une ville haute, gauloise entre guillemets, puisqu'on sait que les Gaulois, on l'a dit, n'existent pas. Elle se situe en Bourgogne, d'accord. Certains la situent sur le mont Auxois. Alors on n'est pas très sûr, 96 hectares ça c'est sûr, des falaises abruptes et des cours d'eau qui les entourent rendant quasiment inattaquable l'oppidum, c'est ce que nous raconte César dans la guerre des Gaules. Par contre, est-ce que ça se situe vraiment sur le mont Auxois? Les spécialistes se disputent à ce propos. Un super musée à plus d'1 million d'euros a été construit sur la colline et certains pensent que c'est pas là. On va pas rentrer dans la polémique, mais vous voyez qu'en histoire il faut être très prudent avec ce qu'on fait.
Et oui, vous imaginez que si c'est pas là, si c'est à 40 km d'ici, sur une autre colline, un autre oppidum un peu plus loin, ça changerait tout, et le pauvre musée construit par la France, ça serait pas très très bien vu. Bon, on va suivre l'actualité, mais il y a fort à parier que Alésia, c'était pas là. Bon bref, ça c'est une autre histoire. Nous, on va revenir à ces épisodes-là. Comment César, bien moins nombreux, les troupes de César sont bien moins nombreuses que celles des Gaulois, entre guillemets, je le dis, des Celtes et de Vercingétorix. Pensez plutôt les forces en présence. Vous avez, d'un côté, Vercingétorix et ses troupes, 80 000 hommes, qui se sont réfugiés dans Alésia pour se ravitailler et tendre un piège à César. En effet, une armée de secours arrive, 250 000 hommes, pour prendre César à revers, le prendre dans le dos et l'exterminer. Ça, c'est le projet de Vercingétorix. César, de son côté, il a 12 légions, hyper entraînées, super disciplinées, prêtes à tout pour lui et à le suivre jusqu'à la mort. Ils ont surtout un commandant unique, Jules César, évidemment. Ils ont également, et ça, faut pas l'oublier, ils ont des auxiliaires, vous savez, ces fameux tribus qui luttent avec les Romains. Ce sont des Germains, 10 000 cavaliers germains qui vouent une haine terrible aux Gaulois, d'accord, et qui sont prêts à tout, également, pour les tuer. Et vous allez voir que leur présence et leur intervention dans la guerre va tout faire, évidemment, pencher du côté des Romains. Mais au départ, j'ai envie de dire que si on devait mettre une pièce pour dire qui va gagner, évidemment, on mettrait la pièce sur les Gaulois. Ils sont près de 300 000, alors que les légions romaines, 60 000 hommes, tout au plus. D'accord ? 1 contre 3, voire contre 4. Mission quasi impossible. Comment César va-t-il s'y prendre pour vaincre les Gaulois? Comment va-t-il s'y prendre pour faire que Vercingétorix se rende et ne pas perdre cette bataille? C'est à la vie, à la mort. Si César perd cette bataille, c'en est fini de sa carrière politique et fini quasiment, évidemment, de ses rêves de gloire. Si Vercingétorix perd cette bataille, c'en est fini de la liberté et de l'indépendance des Gaules. Donc vous voyez qu'il y a un enjeu énorme sur cette bataille d'Alésia, moins 52 avant Jésus-Christ. C'est une des dates tournantes de notre histoire. Peut-être qu'aujourd'hui je ne parlerai pas cette langue, nous ne mangerons pas peut-être ce que nous avons une culture un peu latine en France, c'est vrai, mais tout aurait complètement différent. Si Hannibal avait gagné et écrasé Rome, et si Vercingétorix, alors qu'il est très proche de gagner la bataille d'Alésia, l'avait emporté à cette époque-là. Mais on ne réécrit pas l'histoire, c'est vrai. Mais on peut songer quand même à ce qu'elle aurait pu être. Si, et avec des si. On coupe pas mal de bois. Eh oui. Alors les documents que je vous donne, hop, on les met, elles sont en pièces jointes dans École Directe. Allez les voir, je les ai numérotées, vous avez les questions qui vont avec dans le travail à faire. Soyez sérieux, je compte sur vous. En classe, on va travailler là-dessus pendant une petite demi-heure, donc faites un petit peu pareil, répondez sérieusement aux questions, et puis on se retrouve juste après, évidemment, pour faire la correction. Alors c'est fait, j'espère que vous avez regardé attentivement ces documents et que vous avez réussi à en soustraire la substantielle moelle, comme on dit. En tout cas, à en chercher la vérité, histoire veut dire enquête, et vous avez enquêté sur la bataille d'Alésia. D'accord, la première question c'était quelle est la tactique, l'idée géniale de Jules César pour à la fois se défendre contre les Gaulois, entre guillemets, de Vercingétorix, prisonniers dans Alésia, et assiégés dans Alésia, et ceux qui vont arriver. Vous avez vu, c'est assez génial. Double défense, double fortification, double palissade, c'est-à-dire une palissade d'abord et une fortification faite pour empêcher Vercingétorix et ses troupes, les 80 000 hommes à l'intérieur d'Alésia, de sortir et de venir attaquer, d'accord, et une autre fortification, une circonvolution comme on dit, autour, qui est là pour empêcher l'armée de secours de venir délivrer, de venir attaquer dans le dos, finalement, les légions de Jules César. Assez génial, c'est un plan qui n'avait jamais été mis en place. Pensez plutôt, la question suivante, c'était décrivez les lignes de défense romaines. Et pensez plutôt 15 km
de fortifications qui sont tournées vers Alésia, 21 km tournés vers les troupes de secours qui devraient arriver, en tout 36 km de fortifications énormes. D'accord? Et les Romains, et c'est ça qui est assez extraordinaire, n'ont mis que 5 semaines pour construire cet ouvrage militaire parmi les plus prestigieux et parmi les plus extraordinaires jamais construits dans l'histoire, en tout cas en si peu de temps. Les légionnaires se mettent immédiatement au travail. César poursuit un double objectif, isoler l'ennemi tout en protégeant ses arrières. Ils avaient des bêches, des pelles et des paniers qu'ils utilisaient pour transporter la terre. C'est incroyable quand on y pense. Combien de terre a-t-il fallu déplacer pour construire ce remblai? Ceci est une réplique du grand remblai romain. César donne l'ordre de défricher les terrains alentours. Puis il fait construire un remblai tout autour du mont. Le remblai est surmonté d'une palissade de près de 4 mètres de haut, ponctuée de tours de guet tous les 23 mètres. Ils ont élevé ce remblai tout autour du mont Auxois, sur une circonférence de 15 km. Ce faisant, ils ont bloqué l'accès. Ils ont enfermé Vercingétorix dans son nid d'aigle et coupé la route au ravitaillement et au renfort. Cet ouvrage extraordinaire entoure le premier. Il mesure 21 km. Au total, les deux lignes représentent 36 km de fortification. L'armée de César, équipée seulement de pioches, de pelles et de paniers, construit ce système de fortification en 5 semaines environ. C'est l'un des ouvrages militaires les plus prodigieux de toute l'histoire. Pour continuer avec la description, j'espère que vous avez vu, hein, il y a des tours, il y a des fossés, etc. C'est véritablement une vraie fortification, hein, 1500 tours, 23 forts. Et je vous avais posé la question, pourquoi est-ce un labyrinthe mortel pour les troupes de Vercingétorix et les troupes de l'armée de secours qui arrivent? Vous avez trouvé, j'espère, hein, vous avez vu, eh ben, regardez plutôt, mieux que des beaux discours, eh ben, une explication très technique. Voici. Protégés par ces deux lignes de fortification, les Romains paraissent en sécurité. Mais quand les renforts celtes arriveront, ils seront très inférieurs en nombre. Pour parer l'attaque, César imagine un champ de mines. Au pied des remparts, les Romains ont planté des quipis, autrement dit un entrelac de pieux aiguisés enfoncés dans le sol à différentes hauteurs. L'ennemi pouvait les repousser, mais il ralentissait la course et le mettait à la merci des archers et des lanceurs de javelots romains qui pouvaient alors facilement l'abattre dans ce champ de la mort. Devant cette ligne de défense, il y avait un champ de mines. Des chausses-trappes étaient enfoncées dans le sol comme ceci. Quand l'ennemi marchait dessus, la pointe de fer perçait sa sandale et lui perforait le pied. Et sa forme empêchait qu'on la retire. Les hommes hurlaient de douleur. Ils ne pouvaient plus combattre et gardaient des séquelles à vie. Voici un trou camouflé dans le sol. Les chevaux qui tombaient dedans se cassaient la patte. Ils étaient finis. Voilà comment César a mis hors service la cavalerie de Vercingétorix, qui était sa première force. Pour franchir ce champ, il fallait commencer par reboucher les trous. Il fallait envoyer des sapeurs pour désamorcer ce champ de mines. Cela ralentissait l'ennemi et durant tout ce temps, les soldats romains postés là-haut le canardaient. À l'avant, il y avait 2 fossés. César a dévié les cours d'eau voisins pour remplir l'un des 2 fossés. Ces douves faisaient le tour du mont sur 15 km. Hein, vous avez vu, c'est assez étonnant, cette forêt de pieux enterrés, des sortes de mines antipersonnelles de l'époque. Hein. Il y avait également ces arbres coupés avec des branches très coupantes, etc., une sorte de barbelé végétal. Hein, vous le croirez ou pas, quasiment jamais, en tout cas pendant 2 ou 3 jours, les Gaulois, entre guillemets, toujours, hein, décidément les Celtes, n'arriveront à approcher des palissades. Il faut dire que les Romains, avec leurs pilums, transpercent boucliers, tête et ventre de tous les côtés. C'est un massacre.
Mais il faut dire que l'organisation militaire des Romains prend ici tout son sens. Et c'est là qu'on comprend comment Vercingétorix va perdre cette guerre et comment César va la gagner grâce à son génie militaire et à sa double série de fortifications autour d'Alésia. César, ils vont attaquer de partout. Voilà ce qui arrive quand les ordres ne viennent pas d'un chef unique. Vous voulez vous battre? Vous voulez mourir? Vous voulez vivre pour toujours? Alors suivez-moi! Et ensemble, nous deviendrons immortels! Renforcez la palissade! Allez, vite!
Allez, fais charger les cavaliers germains. Bon, attention, hein, pour la petite histoire, sachez qu'il y a également toute l'artillerie romaine qui est là, hein, catapultes, les balistes, vous savez, ces grandes arbalètes infernales qu'on avait vues quand on avait fait l'armée romaine, hein, avec l'extrait Gladiator. Donc la bataille va s'engager, les Romains sont prêts, ils sont suréquipés, surentraînés, hein, et les 60 000 hommes de César vont lutter, se défendre ou mourir. C'est ça, l'enjeu de cette bataille. Sachez qu'Alésia, c'est 4 jours de bataille terrible. Chaque camp aurait pu l'emporter. Vercingétorix, c'est à un cheveu de barbe ou de moustache qu'il n'avait pas de l'emporter. L'histoire aurait été tout autre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais au final, c'est César et ses légions qui vont gagner la bataille. Vercingétorix sera obligé, le conseil des anciens, etc., l'obligera à aller se rendre à César. Alors on a beaucoup écrit, imaginé cette scène. On l'a vu en tableau, on le voit avec également en bande dessinée, et également au cinéma. Alors est-ce que ça s'est passé comme ça? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça aurait pu se passer comme ça. Regardez. À l'issue de la bataille, Vercingétorix se résigne à son sort. D'après Plutarque, le chef de la révolte gauloise fait caracoler son cheval autour de la tente de César avant de déposer les armes. Vercingétorix a offert à ses alliés de se livrer aux Romains pour mieux négocier la capitulation. César a fait tellement de prisonniers qu'il donne un esclave celte à chacun de ses légionnaires. Vercingétorix est enchaîné et envoyé à Rome, où il sera jeté au cachot. Donc, voilà un peu comment l'histoire, le cinéma, la bande dessinée voit la reddition du chef Arverne, Vercingétorix. Sachez qu'il n'aura régné, entre guillemets, que 9 mois et qu'il sera à 25 ans, hein, emporté à Rome dans les bagages de César, enfermé en prison pendant 6 ans, avant qu'on ne le déloge pour faire le fameux triomphe de moins 46, un triomphe de moins 46, hein, où César va défiler dans Rome, avec tout ce qu'il a pu capturer, prendre comme butin, etc. Et avec évidemment les ennemis attachés derrière lui, dont le fameux Vercingétorix. Un triomphe, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça a dû ressembler à ça.
Eh oui, triomphe quand tu nous tiens. Sachez pour la petite histoire que Vercingétorix sera remis en prison, où il a déjà accompli 6 ans, puis égorgé. Ainsi finit le chef Arverne qui avait cru battre Jules César. Vous avez vu que Jules César ne l'emportera pas au paradis, 2 ans plus tard, il sera assassiné. Trop de pouvoir tue finalement à Rome. C'est la leçon qu'il faudra tirer de cette histoire. Je ne voulais pas vous laisser sans cette petite anecdote sur les triomphes. Vous savez, on parle d'arc de triomphe tout simplement parce que ces monuments sont construits à la gloire d'un général victorieux. Dessus, on grave un petit peu ses hauts faits d'armes et que c'est dessous qu'on défile évidemment dans Rome en majesté. Imaginez le général, César par exemple, grimé, déguisé en Jupiter. Alors ça peut paraître un peu étrange, mais bon, pourquoi pas. Derrière tous les prisonniers, les esclaves qu'il a capturés. En Gaule, c'était plus d'1 million d'hommes. Vercingétorix en tête, le chef vaincu. Ce qui fait dire quand même que beaucoup des ennemis des Romains préféreront se suicider honorablement, Hannibal, Zénobie, la reine syrienne, etc., ou Cléopâtre, plutôt que d'être humiliés lors d'un triomphe. Et sachez que lors de ce triomphe, les soldats romains, les Romains pouvaient, c'était la seule fois d'ailleurs où ils pouvaient le faire, dire tout ce qu'ils pensaient de leur général. Pour César, par exemple, pensez qu'on entendait « Planquez vos femmes, voici le séducteur chauve ». Bon, pourquoi pas, ça peut faire sourire. On a entendu également « L'homme de toutes les femmes ». C'est vrai que c'était un grand séducteur, Cléopâtre peut en témoigner. Mais plus mauvais, évidemment, on entendait également « L'homme de toutes les femmes ». Ou « La femme de tous les hommes ». Je m'embrouille un petit peu. Et oui, certains ont crié « La femme de tous les hommes ». Sans doute pour se rappeler cet épisode de sa prime jeunesse où, envoyé en Bithynie, la Turquie actuelle, il aurait eu, une nuit durant, une petite aventure avec le roi du coin. Bon bref, ça lui colle un petit peu à la peau et là on lui balance au visage puisque c'est la seule fois dans l'année où les hommes peuvent balancer à la tête de leur général ce qu'ils pensent, etc., etc. Vous imaginez que César a dû assez mal le prendre, c'est certain. Bon, ça c'est pour la petite histoire, mais c'est vrai que cette petite histoire est passionnante. Voilà, notre cours s'achève et pensez quand même à aller jeter un coup d'œil dans le travail à faire et dans le contenu de séance. Vous aurez la trace écrite que vous recopierez ou que vous découperez pour mettre dans votre cahier d'histoire. Et puis vous aurez le travail à faire pour la semaine prochaine. Vous avez cette vidéo à regarder, vous avez les études de doc sur Alésia, avec la réponse aux questions, et puis vous avez également, je vous le mets évidemment, un petit document, un C'est pas sorcier à regarder sur Arles, Nîmes et la Gaule gallo-romaine, et puis je vous mets un petit texte, une petite étude de doc. Vous devez travailler pour vendredi prochain, on le corrigera ensemble. Voilà. Portez-vous bien, j'espère que tout va bien pour vous. Sachez que ça se passe très bien avec ceux qui étaient en classe. On fait cours avec un masque, mais promis juré, la semaine prochaine, je vous tournerai à l'intérieur de la classe pour vous faire voir un peu comment ça se passe, pour vous rassurer ceux qui aimeraient éventuellement nous rejoindre, et pour voir que finalement, on fait des cours un peu différemment, en vidéo, avec un masque en classe, mais la vie continue, et nos cours d'histoire continuent aussi. Allez, portez-vous bien, bye bye.